Hop, enregistrement démarré. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier meet-up. Alors, c'est pas le premier meet-up du club Power BI de l'année. C'est le premier meet-up qui est diffusé en direct de Marseille, donc où nous nous trouvons, Franck, Christine et moi. On est ravis de vous retrouver après les différents meet-ups qu'on a fait l'an dernier. Juste avant de démarrer, quelques petites consignes de bonnes pratiques et pendant la session. Donc on diffuse sous la plateforme Teams. Donc vous avez un petit espace de conversation dans lequel vous pouvez poser des questions en cours de présentation, puis on vous répondra, peut-être pas en cours de présentation, mais on laissera du temps en fin de présentation pour débattre. Vous avez la possibilité éventuellement de lever la main pour demander la parole. Le plus important, ne partagez pas votre écran, sinon on ne voit plus du tout le nôtre. Désactivez votre caméra et désactivez votre micro. Alors d'habitude, on fait ça de manière un petit peu plus sympa en activant nos caméras. Là, vous devez voir le beau visage de Franck. Mais par exemple, vous n'allez pas forcément voir mon visage et le visage de Christine. Malheureusement, on a une contrainte technique. On est connecté via un client web qui ne nous permet pas d'avoir la caméra et le partage d'écran en même temps. Donc, on va privilégier le partage d'écran pour vous montrer tout ce qu'on veut vous montrer. Hop. Je jongle avec la technique. Hop. Je vais y arriver. On va démarrer par les news communautaires. Donc, je ne sais pas combien d'entre vous sont nouveaux et n'ont jamais assisté au meet-up des clubs Power BI, mais on présente toujours le club parce que c'est un club qui évolue au fil du temps. Donc, on diffuse des meet-up 2 à 3 fois par mois. On faisait ces meet-up en présentiel et puis la situation sanitaire a fait que maintenant on les présente à distance. Le club a été cofondé, vous le savez peut-être, par Jean-Pierre et Tristan à Paris, avec le marrainage d'Isabelle. Il y a des clubs à Lille, c'est Guillaume qui s'en occupe, Philippe à Strasbourg, Marie et Thomas à Lyon. Nantes, c'est Paul et Mohamed, et puis Franck et moi sur Aix-Marseille. On vous a parlé lors des derniers meet-up d'un petit nouveau, de l'ouverture du club Power BI à Bordeaux. On vous fait le teasing depuis plusieurs meet-up, on vous dit que ça ouvre bientôt. On attend que la situation sanitaire s'arrange un petit peu parce qu'on aimerait que le meet-up démarre en présentiel. Donc pour vous faire patienter, on avait envie au début de ce meet-up de vous présenter et de laisser la parole aux organisateurs, donc à l'équipe d'organisation du futur Club Power BI Bordeaux. Je pense que Gaël, Christophe et Yasuteru sont présents, me semble-t-il. Je vous laisse la parole pour vous présenter. Donc il y a Christophe. Alors, est-ce que vous arrivez à démuter vos micros? 1, 2, tu nous entends? Ouais, super. Je vais commencer. Vas-y. Bon, je crois qu'on ne verra pas très bien aujourd'hui, je vais essayer de me montrer derrière mon masque, voilà. Bonjour à tous, donc Gaëlle, effectivement, je rejoins le club Power BI donc, de Bordeaux prochainement. Je travaille chez Axus à ce jour et donc moi je me suis familiarisée avec Power BI en 2018 et depuis, voilà, je suis vraiment une grande fan et je suis donc ce club francophone dès que je peux et volontiers, je poursuivrai donc à animer sur Bordeaux très prochainement. Je passe la parole à mon collègue Yass qui est juste à côté, qui va essayer de se monter. Alors c'est pareil. Alors Yasuteru Kashu, du coup Yas
pour les intimes, c'est plus simple. Pour ma part, je suis tombé dans Power BI depuis 2016 et depuis, j'ai pas pu décrocher. Donc, je suis régulièrement également les meet-up et très très heureux de faire partie des futurs animateurs. Je fais partie de la société Telio et puis voilà, très très heureux et de rejoindre la grande famille du Club Power BI. Merci Yas. Christophe, je crois, est là aussi également. Christophe, si tu veux bien te démuter et te présenter. Alors, est-ce que Christophe... Donc, je ne sais pas si Christophe est présent, ni si son micro est actif ou pas. Christophe Je est ne là. le vois pas. Si Christophe est là, mais je ne sais pour quelle raison, je le vois en... Il lève la main, il a levé la main, mais je ne vois pas de micro actif pour Christophe. Je vais essayer de le désigner comme participant, voir si ça change quelque chose. Ouais, en effet, moi j'ai une désactivation de micro, mais j'ai pas possibilité d'activer le micro de Christophe. Je rebascule. Je suis navré, Christophe, tu es la seule personne pour laquelle je ne vois pas de micro, de petits symboles micro à côté. Il a dit qu'il a un problème de son dans le Ouais, chat. il a un problème de son. Tu peux te présenter. Alors, on va le faire à l'ancienne, hein, on va le faire vraiment à la old school. Ce que tu peux faire, c'est te présenter dans le chat de manière, et puis on te laissera la parole au prochain meet-up pour que tu te présentes un petit peu plus formellement. Christophe, tu peux présenter dans le chat? Ou si jamais écoute, ce que je te propose, Christophe, c'est on va continuer le meet-up et si tu es arrivé à résoudre les problèmes de son, on te redonnera la parole en fin de meet-up. Et sinon, de toute façon, on se donne rendez-vous au prochain meet-up pour que tu puisses te présenter dans les règles de l'art. Donc, Voilà. On coupe le son. Hop. Oui, allô, Nicolas. Ça va? Ah, Pierre, je crois que ton micro est... C'est bon. Joël? Joël, ton micro est mute. Allô? Vous m'entendez? Là, c'est bon. Super. Donc, je disais que le Club Power BI a une seule adresse web, clubpowerbi.com. C'est une adresse dans laquelle vous allez retrouver toute notre activité. Alors, il y a les meet-ups, bien entendu. Tous les meet-ups sont enregistrés, celui-ci comme tous les autres. Donc, vous pouvez retrouver en replay après le meet-up tous nos anciens meet-ups. On commence à en avoir un nombre assez conséquent puisque ça fait 5 ans qu'on fait des meet-ups déjà. Vous avez bien sûr accès à notre compte Twitter et aujourd'hui,
il y a un petit point d'interrogation sur le forum. Donc, on a un forum en français du Power BI User Group qui permet de discuter, de poser vos questions, d'y répondre entre vous. Le forum est géré par Dynamics Communities et il a un peu évolué dernièrement. Donc, on a eu pas mal de problématiques. Je crois que c'est en train de s'arranger, mais on a eu un gros frein au niveau du forum. Je vous donne rendez-vous donc au prochain meet-up où je pense que de meet-up en meet-up, on va parler du forum jusqu'à ce que tout soit remis en place. Sachez que le forum, on l'espère, dans quelques semaines, vous permettra de nouveau de poser vos questions en français et d'avoir vos réponses à des questions techniques ou fonctionnelles en français. Hop. On voulait vous présenter sur les news communautaires, il y a un événement qui est relativement important où pas mal des collaborateurs et des organisateurs du Club Power BI participent. C'est le Modern Workplace Conference Paris 2021, donc ce qui est évidemment en ligne. C'est une conférence dans laquelle on va parler de SharePoint, on va parler d'Office 365, on va bien sûr parler de Power Platform et de Power BI. Ça se passe les 18, 19 et 20 janvier, donc lundi, mardi, mercredi. Le lundi, c'est dédié aux préconférences, donc des sessions de type formation workshop, slash workshop, qui se déroulent sur toute la journée. Et ensuite, le 19 et le 20, c'est des sessions assez classiques. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous connecter, faire une recherche MWCP. Vous retrouverez très facilement l'adresse, de vous inscrire. Pour les sessions classiques, le 19 et le 20, l'inscription est gratuite. Et donc, ça vous permettra de suivre les sessions de tous les experts dans ces différents domaines, dont les organisateurs du Club Power BI. Les prochains meet-up qui sont programmés, on en aura un le 25 janvier, c'est Guillaume, à partir de Lille, qui va nous parler du binôme SQL et Power BI. On va retrouver, comme chaque mois, le 18 février, Jean-Pierre et Tristan à Paris, sur un sujet concernant un petit peu tous les outils qui vont vous permettre de monter en puissance en termes d'analyse de vos rapports et de vos tableaux de bord. Donc, on va parler de switch, on va parler de boutons, on va parler d'axe dynamique. Et le troisième meet-up et dernier meet-up de février sera le 25 février à Lyon. Donc, c'est Marie et Thomas qui reviendront sur un REX, un retour d'expérience Power BI Report Server. Je te laisse la parole et la main, Franck. C'est parti. Pour les nouveautés. Allez. Ça marche. Donc, les nouveautés est sur l'écran radar. Donc, c'est un mix de ce que j'ai trouvé de sympa dans les nouveautés et de ce qui m'a plu, on va dire, pour faire simple. En premier, je voulais. Alors, hop, excuse-moi, je vais revenir sur le slide. Toc, 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 toc. Allez, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Voilà. Donc, en premier, je voulais vous parler de la version 3 de Tabular Editor, donc, qui va être un produit pro, qui va être un produit payant, mais qui va apporter énormément de nouvelles fonctionnalités aux développeurs DAX et aux développeurs de modèles tabulaires, notamment support multimoniteur, haute résolution, etc. Mais un éditeur DAX avec de l'IntelliSense, qui va permettre de gérer les contextes et les objets retournés par le DAX, en fait. La possibilité de lancer des scripts sur le DAX, sur tout votre DAX, pour éviter d'aller, par exemple, parcourir les mesures une à une pour les corriger. Et puis un enregistreur de macros. On pouvait écrire des macros dans une sorte de C#. Là, on pourra enregistrer des macros sur l'écran. Donc, ça justifie que ça devienne un produit commercial. Le prix n'est pas encore connu. Mais en tout cas, c'est un gros investissement de la part de Daniel Ticker qui a recruté des développeurs et qui va vendre du support là-dessus. Tabular Editor 2 continuera d'exister en open source et il continuera à être mis à jour en fonction des mises à jour du modèle d'analysis services. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Ça continuera à vivre. Mais il me semblait utile de vous le montrer. Donc, vous pouvez vous inscrire pour la preview, puisque c'est une bêta. Donc, je pense que vous voyez mon écran en cliquant tout simplement ici. Vous allez tomber sur le formulaire d'inscription.
Tout en bas, on vous demande ce que vous souhaiteriez ou ce que vous estimeriez raisonnable de mettre. Voilà. Et puis, si vous voulez une vidéo de présentation, ben, vous avez une vidéo faite par Reed Havens, qui est assez longue et qui est bien faite. Donc voilà pour Tabular Editor version 3, bientôt chez vous. Il m'a semblé aussi important de vous continuer à vous parler du Premium Power Utilisateur. Vous savez, moi je suis un petit utilisateur de Power BI, donc le Premium c'était quelque chose qui me paraissait très très lointain. L'arrivée du Premium Power Utilisateur change beaucoup de choses, et notamment pour les rapports paginés. Donc Microsoft a sorti de la doc pour la migration des rapports paginés. Donc, vous avez une procédure à suivre, on va dire, évidemment, qui consiste à voir quelles sont les versions de SQL Server sur lesquelles les choses tournent. Et puis, plus important, quelles sont les sources de données compatibles. Alors, c'est compliqué de le faire à la main. Donc, du coup, Microsoft a développé un outil qui s'appelle RDL Migration, RDL Migration, qu'on peut trouver sur le dépôt GitHub de Microsoft, qui va vous permettre de scanner toutes vos sources de données et de voir où risque d'y avoir des anomalies. Donc voilà, à garder sur l'écran radar si vous avez des rapports paginés à migrer de report server vers le service Power BI. Ensuite, appliquer des étiquettes de confidentialité à Power BI Desktop. Vous savez qu'on a des étiquettes de confidentialité dans le service. Je vais juste vous rappeler qu'en fait, un des plus gros risques de sécurité à l'heure actuelle en informatique, c'est autant les attaques que la fuite de données vers l'extérieur. Donc, ces fonctionnalités-là adressent ce problème-là. On flag des données, on peut les marquer pour éviter qu'elles partent, ou en tout cas que quand les utilisateurs les reçoivent, ils savent que ce sont des données confidentielles, et ils ne peuvent pas les diffuser. Donc, c'était les fonctionnalités du service, et maintenant, ça descend un niveau en dessous dans le desktop. Donc là encore, annonce de Microsoft, fonctionnalité en preview, gardez-le à l'esprit, quand vous partagez des rapports, vous pouvez davantage sécuriser ce que vous montrez, ce que vous ne montrez pas. La prochaine chose dont je voulais vous parler, je me presse un peu parce que j'ai promis de rendre la main à -10 pour le clou du spectacle, mais j'en ai pas pour longtemps. C'est Azure Purview. Alors, Azure Purview, c'est quoi? Eh bien, Azure Purview, vous connaissez tous. Du coup, j'étais sur l'autre écran, je ramène ça là-bas. Hop, viens là, mon coco. Non, il veut pas. C'est multiscreen. Bon, vous connaissez tous dans l'éditeur Power Query la fonctionnalité qui s'appelle la dépendance de la requête. Vous savez, ça vous fait un joli diagramme qui vous dit, voilà, telle source de données, telle requête, etc. etc. Ben, Azure Purview, c'est ça, mais puissance 100. Grosso modo, vous allez brancher la fonctionnalité Azure Purview sur votre tenant Power BI, et Azure Purview va scanner toutes vos sources de données et vous faire des diagrammes de dépendance, etc. Donc, ça va vous permettre d'avoir une vision de très haut niveau et très pointue sur comment sont architecturées vos données. Encore, vous avez la doccom ici, hop, donc Azure Purview. Un petit screenshot donc, qui rappelle un peu le data lineage ou les dépendances de requêtes. Et moi, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que ça va vous permettre aussi à ce niveau-là d'étiqueter vos données. Donc, vous savez, là, en gouvernance des données, quand on a beaucoup de données, beaucoup de requêtes, beaucoup de tables, etc., parfois on ne sait pas trop où sont les choses, on ne sait pas qualifier les choses, et bien Azure Purview va vous permettre de faire ça. Donc, gardez-le à l'esprit, un outil qui va vous permettre de gérer la gouvernance de vos données. Et puis, last but not least, Joël vous a fait une super présentation sur les data flows en décembre. Eh bien, il y avait un problème récurrent qui était parfois la difficulté à synchroniser ce qui venait des data flows avec les jeux de données. Eh bien, Microsoft nous a entendus et il a créé un connecteur data flow pour Power Automate qui permet de déclencher la synchronisation d'un jeu de données via Power Automate une fois qu'un data flow a été mis à jour. Et donc là, vous allez le trouver. Donc là, c'est Azure Purview, excusez-moi. Je continue sur la doc. Donc vous avez deux tutos qui sont assez bien faits. Un de Data Pairs, donc qui parle de ça, comment utiliser le connecteur Dataflow pour aller synchroniser un jeu de données Power BI. Et puis vous avez la même chose qui a été faite par notre ami Reza Rad de Radacad. Donc voilà. Tout pour synchroniser vos données, être à jour et bien diffuser ce que vous avez à diffuser au sein de votre organisation. Je te rends la main. Ouais, merci. Et sur un sujet proche également, vous avez un très bel article de notre ami Paul Péton
qui gère le club à Nantes, qui a fait un article sur la synchronisation du déclenchement de refresh, dataset et dataflow via Power Automate, me semble-t-il. Donc, je n'ai pas le lien de l'article sous la main, mais si vous faites dans Google, vous faites une recherche de méthodidacte qui sont blocs, méthodidacte en un seul mot, et vous devriez retrouver cet article puisque c'est le dernier qu'il a publié. Hop, je repartage de nouveau mon écran, et donc je vais perdre la caméra, mais c'est pas grave. Hop, je vais noter de la caméra aussi. C'est l'écran. Ouais. Hop là. Je retire ça. Franck, tu me confirmes que c'est bon, le partage? Bon. Parfait. Allez, c'est bon. Donc, on va commencer par vous présenter, Christine et moi, le dossier sur ce qu'on a appelé très modestement Power BI Extreme Makeover. Et comme vous ne connaissez pas Christine, même si vous avez suivi le club depuis le début, Christine n'est pas intervenue jusqu'à présent. Donc, Christine, je te laisse la parole pour te présenter. Oui, merci. Bonjour à tous. Effectivement, Christine Coche, je suis consultante Data IA chez Exakis Nelit à Aix-en-Provence et j'occupe ce poste suite à une reconversion professionnelle puisque j'ai intégré la formation IA Microsoft l'année dernière. Voilà, donc au quotidien, je travaille dans l'équipe de Joël et sur des clients divers et variés, principalement sur la conception et de la construction de rapports et de tableaux de bord, évidemment sur ce formidable outil qu'est Power BI. C'est bien de le rappeler. Donc, on va vous présenter ce sujet. Alors, Extreme Makeover, ça vous a peut-être posé des questions. Est-ce qu'ils vont parler de design? Est-ce qu'ils vont parler de data visualisation, etc. Donc ça, on va le présenter dès le début. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vous indiquer une démarche. Donc, on n'est pas designer, on n'est pas dans le UX, UI design. On a des équipes chez nous, chez Exakis Nelit, qui font très bien ce job-là et avec lesquelles on travaille. Mais on s'est rendu compte que très souvent, quelqu'un qui fait de la data et qui utilise ses compétences data ou BI pour faire des rapports Power BI, il laisse parfois de côté un petit peu le côté design du rapport, ce qui pénalise parfois le rendu au niveau des clients. Donc, on a vraiment fait et on va vous présenter une démarche en 4 parties et puis on complétera par quelques petits éléments. Et on va commencer par vous présenter un slide qui, pour les plus habitués au Club Power BI, ce slide, ça vous dit quelque chose parce qu'il a été maintes fois présenté par notre ami Tristan Malherbe. C'est le Data Iceberg. Quand on regarde un rapport ou un tableau de bord Power BI, on ne voit pas tout le travail préparatoire et tout le travail qu'il y a à faire et à réaliser dedans. Donc, on a détaillé déjà dans différents meet-up et on va encore le faire, tous ces différents aspects. On vous a parlé import de données à travers Power Query, on vous a parlé du nettoyage de données également, de la modélisation, du DAX, de l'analyse, de la partie data vise, du partage de données. J'ai juste rajouté un élément qui manquait, à mon avis, à ce slide, c'est la partie design d'interface. Je fais vraiment une distinction entre le design de l'interface du rapport et la partie data visualisation. C'est très très proche, c'est ce que vous allez traiter un petit peu en même temps, mais pour moi, la partie data vis, c'est vraiment la façon dont vous allez représenter la data dans les différents visuels. On vous en parlera quand même dans cette présentation, mais un petit peu, ça ne sera pas le cœur de cette présentation. Et à côté de ça, il y a toute la partie design d'interface, c'est-à-dire le look du rapport, le positionnement des visuels les uns par rapport aux autres, le positionnement des visuels en fonction de leur fonction dans le rapport. Et c'est tous ces éléments-là qu'on va traiter durant ce dossier-là. Alors, j'ai voulu illustrer un exemple de ce qu'on peut faire comme type la démarche qu'on va aborder avec vous, vous montrer un peu ce que c'est dans la réalité. Donc, vous me pardonnerez, j'ai pris un exemple qui n'est pas l'exemple d'un rapport, mais on
montrer ce que c'est que le relooking, non pas d'un rapport, mais d'un individu. Donc, j'ai fait une recherche Google et j'ai pris un individu lambda tout à fait au hasard. Bon, il se trouve que c'est tombé sur notre bien-aimé cofondateur du Club Power BI, Jean-Pierre Réel. Donc, imaginez que cet individu soit un rapport, soit votre rapport que vous chouchoutez, que vous avez mis en place, qui est parfait et qui est prêt à être diffusé à votre client. Vous avez un rapport qui est certes très beau, très carré, très, très formel, mais qui reste assez triste, assez classique, je dirais. Alors, il se peut que ça soit un rapport dédié à une équipe de direction ou au top management. Dans ce cas-là, le design du rapport correspondrait bien aux utilisateurs. Mais si votre rapport, vous devez le diffuser, par exemple, dans un meetup du Club Power BI, la forme du rapport et l'interface utilisateur, ce n'est pas exactement ça. Donc, après les différentes phases de relooking qu'on va vous présenter, vous pouvez arriver à ce résultat-là, qui est déjà, on voit déjà, il y a le cadre qui est un petit peu plus dynamique, la coupe de cheveux, la coupe de barbe est un peu meilleure, les couleurs du Club Power BI sont là. Donc, on a fait un travail de relooking, un travail de redynamisation du rapport, et c'est un petit peu le même travail qu'on va vous faire, qu'on va vous présenter, mais à travers nos différentes phases. Un travail, donc une présentation d'une méthode en 4 phases qui va aller de la première phase à mettre en place qui est basée sur la phase la plus complexe à modifier après coup, jusqu'à la phase la plus simple à modifier qui sera une phase je dirais, de finition. Donc, Christine, je te laisse la parole pour la première partie qui concerne la phase de conception. Hop là. Donc, Joël, alerte-moi si il n'y a pas mon partage d'écran. Bon. C'est bon. Eh ben, super. Dans cette première partie, effectivement, sur la partie conception, il y avait une notion importante que j'avais envie d'aborder, c'est la notion de navigation. Parce que spontanément, quand on pense rapport Power BI, on s'imagine un certain nombre de pages contenant chacune des visuels, des KPI en fonction d'axes d'analyse ou thématiques. Là, l'idée avec l'installation d'une navigation au sein même du rapport, ce serait de prendre un petit peu plus de hauteur et, si tant est qu'on ait le contenu suffisant, de penser à articuler l'information, c'est-à-dire la découper et la structurer, un peu à l'image d'un site internet, et d'avoir comme ça une organisation à la fois logique, claire et fluide du contenu, et un système de navigation qui soit identifiable par l'utilisateur pour pouvoir naviguer à l'intérieur du rapport. Alors, pour penser cette navigation, évidemment, il faut la penser en amont. En termes d'outils, c'est relativement simple, une feuille de papier, un crayon, ça suffit, même s'il y a des outils en ligne, mais qui sont plus dédiés sur l'organisation d'une arborescence complexe d'un site internet avec plusieurs niveaux. Là, en toute logique, on est sur quelque chose d'assez large, mais pas très profond, donc une feuille et un stylo, ça suffit largement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite un rapport exemple pour illustrer mon propos. Je vais passer en mode plein écran pour qu'on puisse voir correctement. Voilà. Alors, ce rapport-là, je l'ai fait sur un jeu de données qui est bien connu, c'est NeurSwim. Là, l'idée, c'est d'arriver du coup, non pas directement sur mes pages avec mon contenu, mais sur une sorte de home page qui incarne un peu une page de bienvenue, donc avec les boutons sur la partie basse sur lesquels je vais pouvoir accéder au contenu, mais c'est une page d'accueil. Voilà, c'est la page d'arrivée, le point d'entrée pour l'utilisateur. Techniquement, c'est un rapport qui est un peu monopage, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir besoin d'avoir d'interaction avec le service. La navigation se fait uniquement directement dans le cœur du rapport. Et donc, sur la partie basse, en fonction des boutons, je peux accéder aux différentes pages du contenu. Alors, je reviens juste peut-être un instant sur cette page. Je l'ai construite de manière épurée parce que c'était ce que je souhaitais. Néanmoins, on pourrait imaginer d'y rajouter des éléments qui aient du sens. On pourrait rajouter la date du jour ou la date, par exemple, de mise à jour des données. On pourrait rajouter une citation, un mot de la direction. Enfin, peu importe, ça pourrait être aussi un endroit où on pourrait apporter une information complémentaire pour l'utilisateur. Via les boutons, j'accède donc du coup au contenu, et là, mon système de navigation est clairement identifiable. Alors, pour 2 choses. La première, c'est qu'il se positionne sur la partie haute et que je suis sur un bandeau coloré. Autant capitaliser sur les usages web qui sont déjà acquis de par les utilisateurs, tellement acquis que je peux mettre directement le retour à la page d'accueil dans le logo en haut à gauche. C'est quelque chose d'instinctif en termes de navigation.
Et du coup, les boutons sur la partie haute me permettent de passer de page en page quand je vous parlais de navigation. Mais on peut aussi imaginer des boutons directement à l'intérieur de la page qui puissent changer tout ou partie du contenu. Là, en l'occurrence, mon visuel change en fonction du bouton que j'actionne. Alors, ça fonctionne très bien, notamment pour 2 notions importantes que je vais vous expliquer. La première, c'est l'affordance et la deuxième, c'est le feedback. Alors, l'affordance, c'est quoi? C'est la capacité d'un objet à exprimer sa fonctionnalité. Là, en l'occurrence, mes boutons sur la partie haute, ils ont une forte affordance, tout simplement parce qu'ils sont blancs, ils sont visibles, ils sont rectangulaires et ils n'ont pas la même couleur. Donc, instinctivement, l'utilisateur sait qu'il va pouvoir cliquer et qu'il va se passer une action au moment où il va cliquer sur le bouton. C'est ça l'affordance, c'est vraiment identifier clairement les endroits sur lesquels il peut y avoir une interaction. L'autre notion importante, donc, c'est la notion de feedback. Le feedback, en règle générale, en termes de navigation, c'est de faire un retour à l'utilisateur sur l'action qu'il vient de réaliser. Typiquement, quand je navigue sur un site web et que je clique quelque part, si je n'ai pas d'indication retour, si je n'ai pas de feedback, en 1 ou voire maximum 2 secondes, je vais me dire qu'il ne se passe rien, que c'est un bug et je vais me mettre à cliquer partout. Le fait de mentionner qu'est-ce qui est en train de se passer, est-ce qu'il y a une page qui est en train de se recharger, que l'info qui est en train d'être cherchée, voilà, ça c'est important pour que l'utilisateur sache ce qui est en train de se passer. Là, le feedback, si je l'applique à ma logique de rapport, c'est important en fait que via les boutons et les couleurs des boutons, l'utilisateur puisse identifier clairement sur quelle page il se situe. Donc c'est de bien penser à configurer ça pour que ça soit automatique et que ça soit clair. Donc là, ce que je voudrais vous montrer, c'est le fichier PBX qui est derrière pour vous montrer comment ce double système de navigation est construit. Sur la première page, bon, c'est assez simple, hein, c'est simplement des boutons que j'ai personnalisés et que dans le sous-menu d'action, j'ai sélectionné la navigation entre les pages. Là, le seul point de vigilance, c'est de bien penser à le faire sur l'ensemble des boutons de l'ensemble des pages pour qu'on puisse tester l'ensemble des navigations. Et sur la partie des boutons à l'intérieur de ma page, pour vous expliquer la construction, il faut que j'ouvre le panneau de sélection. Voilà. Donc en fait, là, les 3 boutons et avec le visuel, en réalité, tout est doublé. C'est-à-dire que je n'ai pas 3 boutons, j'en ai 6. Là, vous les voyez juste ici. Et au moment de déclencher la construction de mes signets, je vais afficher ou désafficher, ou masquer les visuels que je souhaite voir apparaître. Donc par exemple, sur le signet par pays, eh bien, j'ai bien le bouton On qui est activé. C'est comme ça que je les distingue, hein, je renomme mes boutons dans le panneau des sélections, c'est quand même plus pratique. Et j'ai laissé les ventes par pays qui sont visibles alors que les 2 autres sont masquées. Et ainsi de suite pour la construction des signets, ce qui me permet de faire de donner la main à l'utilisateur pour creuser un peu la donnée de manière beaucoup plus instinctive que pourrait le faire un drill down, un drill through par exemple. Sachant que là, j'ai fait des signets complets. Mais on pourrait imaginer de faire le même système uniquement sur une partie du visuel. C'est-à-dire que ça me permettrait d'avoir 2 systèmes de boutons séparés et que ça ne change qu'une zone de mon visuel. Et pour faire ça, à ce moment-là, il faut sélectionner bien les visuels et faire le signet uniquement sur une partie des visuels de la page. Donc ça, c'était sur la partie navigation. L'autre élément dont je voulais vous parler, c'était pour tout ce qui est choix du visuel. Joël l'a un petit peu abordé, c'est toujours une question qui peut parfois s'avérer un petit peu complexe et j'avais envie de vous partager 2 sources que je trouve efficaces pour être un petit peu guidé dans son choix. La première, c'est de se poser la question initiale de dans quelle situation je me trouve, qu'est-ce que je cherche à exprimer par la data que j'ai dans les mains, dans le visuel que je suis en train de construire. C'est-à-dire, est-ce que je suis plus dans une comparaison de données? Est-ce que je suis dans une évolution temporelle? Est-ce que je veux chercher une corrélation entre 2 données? Le fait de se poser la question de dans quelle articulation on se situe restreint énormément déjà le choix et l'éventail de possibilités qui s'offre à moi. Ce visuel-là, qui est assez pratique, je trouve reprend l'ensemble des visuels qui sont adaptés par type de situation, sachant qu'en vert, on a identifié les plus pertinents et sur la partie basse, vous avez ceux qui ne sont pas adaptés au cas de figure. Ça, c'est une première piste pour faire son choix de visuel. J'en ai une autre à vous proposer, c'est ce site qui s'appelle Data2Viz.
Alors, contrairement à l'autre, là, il faut partir de quel type de données j'ai à la base. On choisit sa catégorie là, sur la partie haute. Et via un système un peu d'arbre de décision, en fait, hein, en fonction du nombre de variables que j'ai, eh bien, en déroulant, j'ai la liste des visuels qui seraient adaptés à la situation dans laquelle je me trouve. Et lorsque je clique sur l'un des visuels, j'ai un petit pop-up descriptif. Et ce que je trouvais d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a aussi un point d'alerte sur les erreurs couramment commises avec l'utilisation de ce visuel. Ça, c'est aussi un site intéressant. Bon, là, je vous en montre une partie, hein, il y en a d'autres, je vous laisserai explorer tout le contenu. Mais en tout cas, ce sont 2 ressources qui peuvent, dans la mesure du possible, vous guider dans votre choix de visuel. Et je vais relaisser la main à Joël pour la partie numéro 2. Et je reprends la main. Merci Christine. Donc, pour la partie numéro 2, on va parler une fois qu'on a parlé de navigation, on va parler du prototypage du rapport, vraiment de la réalisation du mock-up de la première version du rapport, qui est généralement un petit peu, toujours un petit peu bâclé, parce que c'est le moment où on a besoin de se concentrer sur les données qui remontent ou pas, sur le nettoyage des données, enfin sur tous les aspects de la construction du rapport en général, et puis on bâcle un petit peu l'aspect représentation graphique. Donc, sur le prototypage du rapport, généralement, quand on commence à mettre les éléments et les visuels dans notre rapport, il y a une phase d'organisation qu'on bâcle un petit peu, pourtant tout le monde l'a en tête. C'est le positionnement des visuels sur la page. Est-ce qu'ils sont alignés? Est-ce qu'ils sont regroupés de manière homogène? Et est-ce que la perception de l'utilisateur est la bonne? Donc, la phase est assez classique. Elle peut paraître même triviale. On va vous donner des conseils d'alignement des visuels entre eux, de regroupement, de définition des zones des visuels entre eux. Mais très souvent, vous ne faites pas ça, pas uniquement parce que vous n'avez pas le temps, mais très souvent parce que vous pensez que vos visuels sont alignés et ils ne sont pas réellement. On va vous donner 2 méthodes pour aligner parfaitement vos visuels. La première consiste à utiliser des thèmes pour matérialiser les bordures de visuels. Je vais vous faire une démo tout de suite. Et une autre méthode consiste à utiliser un visual custom que peu de monde connaît, qui s'appelle le chart placeholder. Donc on va passer directement à la démonstration. J'ai mon rapport, toujours avec mes données au Northwind, alors bien moins joli que le rapport qu'a présenté Christine, dans lequel j'ai récupéré de manière relativement brute des éléments et je les ai agencés à peu près de la façon dont je veux les représenter dans le rapport final. Donc j'ai une zone de filtre avec des segments ici, j'ai une zone de filtre date que je vois du premier coup d'œil qu'elle est mal alignée et je peux déjà commencer à faire des choses comme ceci pour la remettre un petit peu mieux en place. Et puis, j'ai un tableau, j'ai un certain nombre d'éléments, j'ai un pie chart qui me montre un top 3 des ventes. Et je veux aligner tout ça. Je veux mettre en ordre tout ça. Une première méthode, si vous avez déjà mis des éléments visuels et si vous avez déjà les données sur votre rapport, pour ne rien casser, c'est d'aller dans la partie affichée, dans la partie thème, et on pense au thème toujours pour l'aspect visuel, couleur, etc. On ne pense pas que l'outil thème peut nous aider à mettre en place et à designer le rapport. Donc, vous allez dans personnaliser le thème actif et dans les éléments visuels, vous activez les bordures pour tous les visuels. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ceci, c'est-à-dire qu'automatiquement, les bordures seront activées. Alors là, il se trouve que les bordures sont bien alignées, etc. Mais on pouvait très bien avoir dans les parties visuelles, là, j'ai volontairement un petit peu transformé les visuels et élargi celui-ci. Mais vous voyez très bien que ce visuel et ce visuel sont bien alignés, sauf que derrière, la largeur des différents visuels est différente, ce que je n'aurais pas vu si je n'avais pas matérialisé les bordures. Et ce qui veut dire que si demain, les données qui me remontent dans ces 2 segments
sont plus ou moins longues, si j'ai un libellé qui est plus ou moins long, il va dépasser ici. Et il ne va pas suivre exactement en alignement avec les différents éléments. Donc, le fait de matérialiser les bordures permet vraiment d'arriver à avoir vraiment un alignement quasi parfait. Alors après, il y a toujours le redimensionnement, mais vous voyez que là, très rapidement, je redimensionne mes 3 filtres pour qu'ils s'alignent parfaitement. Et de la même manière, je vais positionner ici mes autres visuels. C'est assez, voilà, je vous le fais en direct, c'est quand même relativement rapide. Voilà, je vais m'arrêter là, je peux positionner celui-ci aussi. Allez, je termine juste pour le positionnement de celui-ci. Mais c'est assez rapide à faire et ça permet déjà de positionner les différents éléments les uns par rapport aux autres. Si, dans le cas où vous n'auriez pas encore le modèle de données, que vous êtes en train vraiment de créer un prototype sans avoir des données, ou dans le cas où vous avez juste des données bouchons, vous pouvez passer par l'outil, donc ce custom visuel-là, que je vous présente, qui est ici, qui s'appelle Chart Placeholder, que vous pouvez trouver sur le site de la société OKViz. La particularité de ce visuel, donc c'est un visuel vide, c'est vraiment un visuel de conception. La particularité, c'est lorsque vous redimensionnez ce visuel, vous allez voir apparaître ici la largeur et la hauteur de chacun des visuels en direct, ce qui vous permet vraiment de faire un travail d'alignement parfait. Donc, vous savez que quand vous alignez des éléments, vous avez une facilité, vous avez comme en PowerPoint, une barre d'alignement qui apparaît. Si vous avez beaucoup d'éléments visuels à l'écran, il se peut que votre visuel au milieu, il soit aligné, mais il y ait 273 pixels de largeur au lieu de 272. Donc là, ça vous permet de voir d'un seul coup d'œil que tous les visuels ont exactement la même largeur. Et si jamais un des visuels n'a pas la même largeur, vous pouvez ajuster ceci. Vous allez dans les paramètres, dans les propriétés, et vous changez à la main la largeur exacte en pixels de votre différent visuel. Une fois que vous avez défini ces alignements, donc vous avez, là j'ai juste laissé un bandeau parce que je sais que je vais mettre un titre et un certain nombre d'éléments en haut. Il faut faire une dernière étape de mise en place de zones et de proximité. Typiquement, là c'est très simple, j'ai 3 visuels ici, j'ai 3 filtres ici, plus ou moins grands. Ce que je vais définir, c'est mettre un espace un petit peu plus important ici, entre ce bloc-là et ce bloc-là. Donc je vais arriver à quelque chose qui ressemblera plus à ceci, avec une bordure égale, un espace un petit peu plus important ici, et puis des espaces un petit peu plus rapprochés sur les 2 blocs. En termes de design d'interface, ce qu'il faut se dire, c'est que le design, c'est une chose. On a toujours peur de laisser des espaces blancs dans les rapports, justement parce que de peur que ça fasse beaucoup trop d'espace. L'espace blanc et l'espacement de zone, c'est aussi de l'information, c'est aussi de la donnée. Ça permet à votre utilisateur de dire, dans ce bloc-là, le concepteur du rapport a voulu matérialiser, par exemple, les filtres. Dans ce bloc-là, il a regroupé les indicateurs et les données qui sont de même type, etc. etc. Et donc, ce positionnement, cette définition des proximités, c'est un avantage. Ça permet déjà de mettre en place toutes les positions. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à basculer, sélectionner chaque chart placeholder et basculer vers le visuel réel que vous voulez obtenir. Et au final, donc, vous obtenez quelque chose qui ressemble à ceci. Et une fois que vous avez utilisé les bordures comme étant un élément pour positionner ces différents visuels, vous pouvez les désactiver, hein, si vous êtes plutôt du genre à ne pas aimer les bordures. Là, il y a une petite tricherie. J'ai utilisé une mise en forme de l'ombre pour montrer la partie sélection. Mais en tout cas, j'ai aligné parfaitement mes éléments. Et maintenant,
je peux ensuite passer tranquillement à la phase suivante. On passe à la partie forme. Donc, je vais redonner la parole à Christine pour cette partie-là. Donc là, on en est à la phase où les éléments sont posés, alignés, et on va pouvoir attaquer tout ce qui est graphisme, mise en valeur des éléments. Et un des points importants sur lesquels il faut se pencher, c'est les couleurs. Alors les couleurs, j'ai envie de vous dire, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, la première question à se poser, si vous travaillez pour un client, c'est: est-ce qu'il a une charte graphique? Parce ça arrive quand même très souvent que les clients ont déjà leur propre code. Est-ce qu'il en a une? Est-ce qu'elle est à appliquer, stricto sensus? Est-ce que c'est juste à s'inspirer, mais qu'il faut s'en servir de base? Ou au contraire s'en écarter et être force de proposition, sur la gamme chromatique, pourquoi pas? Voilà, ça peut être un bon point de départ déjà pour ce sujet des couleurs. Admettons qu'on se situe dans la partie où on a carte blanche et le client s'attend à ce que nous, on propose des choses. Comment choisir ses couleurs? C'est un vaste sujet. Bon, là, l'idée, c'est pas du tout que je parte dans un cours théorique sur les couleurs. Néanmoins, il y a quand même un outil qui est très utile et d'en comprendre le fonctionnement permet de comprendre, d'avoir une meilleure approche en termes d'harmonie et de complémentarité et de contraste en termes de couleurs, c'est la roue chromatique, donc là, qui est sur mon écran. Elle fonctionne de manière assez simple. Vous avez en son cœur donc les 3 couleurs primaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas, possibles d'être obtenues par le mélange, d'autres, hein. Donc vous avez le jaune, le rouge et le bleu. En deuxième niveau, vous avez les couleurs secondaires qui sont obtenues par le mélange des 2 premières. Donc vous avez le vert, le orange et le violet, et ensuite tout autour, vous avez, le cercle avec les couleurs tertiaires. Là, l'idée, c'est que si on veut faire un rapport qui possède, qui soit sur 2 couleurs principales, on va choisir ce qu'on appelle les couleurs complémentaires, c'est-à-dire que ce sont des couleurs qui sont totalement opposées sur le cercle. C'est-à-dire que si je prends un violet, je vais essayer de prendre du jaune. Déjà parce que c'est des couleurs qui sont, quand elles sont opposées sur le cercle, sont forcément, harmonieuses entre elles, et elles ont également un bon contraste, ce qui fait que je vais pouvoir l'utiliser sur les titres sans que ça pose de problème de lisibilité. Admettons par exemple que je veuille 3 couleurs, là l'utilisation du cercle chromatique, c'est qu'il va falloir essayer, enfin c'est pas essayer d'ailleurs, il faut qu'il y ait la même distance entre chacune des couleurs. Donc on se retrouve avec un triangle équilatéral. Donc si je choisis ce bleu un peu clair, je vais aller choisir ce jaune orangé et ce violet un peu clair. Voilà, faut vraiment qu'ils aient le même espace entre elles sur la roue chromatique. Alors vous allez me dire: «Oui, on peut très bien dépasser 3 couleurs», tout à fait, c'est tout à fait juste. Donc là, on fonctionne carrément avec un système de palette de couleurs, mais après on n'a pas forcément, ni le temps, ni l'œil pour travailler, sur cet aspect-là, sur la construction des palettes, et ça tombe bien parce qu'il y a aussi des outils pour nous faciliter dans cette tâche. Alors en ce qui concerne les palettes déjà toutes faites, vous allez évidemment en trouver beaucoup, sur Google, sur Pinterest, sur Instagram, il y en a vraiment pléthore. Mais j'avais envie de vous présenter cet outil, enfin, donc ce site internet qui s'appelle Colors, que je trouve extrêmement bien fait, et sur lequel on peut s'appuyer justement sur la construction, et l'ajustement de nos palettes. Alors comment il fonctionne? Il y a 2 parties. Il y a une partie, où il y a déjà des palettes qui sont déjà préfaites, hein, par des graphistes, donc qui fonctionnent extrêmement bien entre elles. Donc là, je vais pas vous faire tout le site, mais vous voyez qu'il y en a déjà pas mal. Et admettons que je choisisse celle-ci parce qu'elle me convient, je vais pouvoir faire tout un tas d'actions, dessus. La première, c'est que je vais, pouvoir, l'ouvrir dans l'autre partie du site internet qui s'appelle Generator, et là, je vais avoir, quelques outils, pour intervenir dessus. Le premier que je trouvais intéressant, c'est que, admettons que j'ai choisi cette nuance-là, mais que je voudrais, voilà, la corriger, l'avoir plus ou moins, prononcée, et bien, je vais pouvoir voir toutes les nuances de la même couleur. Ce qui va permettre de modifier la palette pour qu'elle corresponde vraiment à ce que je cherche. Je peux changer la couleur en elle-même de base, hein, soit je la change avec sa référence hexadécimale, soit, si j'ai du RVB, je peux aussi, le changer avec ce système-là. Et via des outils vers le haut, alors je ne vais pas tous vous les présenter, mais il y en a 2 qui ont attiré mon attention. C'est que celui-ci qui me permet d'ajuster, la couleur et la saturation sur l'ensemble de ma palette, sur toutes les couleurs, d'un seul coup, ce que je trouve, assez pratique. Et l'autre élément extrêmement important, c'est que, je vais pouvoir en quelques clics, voir, comment les personnes qui, présentent des cécités visuelles perçoivent ma palette de couleurs. C'est un élément
qui est assez important de prendre en compte cet aspect inclusif dans les rapports, puisque tout le monde ne voit pas les couleurs de la même manière. Et là, ça me permet, en quelques clics, de bien vérifier et de parcourir les différents types de cécité et m'assurer que le contraste est suffisant et que je n'ai pas des couleurs trop proches qui arrivent en lutte et qui poseraient des problèmes de lecture. Je m'attarde juste un instant sur ce point pour dire que les couleurs, c'est important dans un rapport. Néanmoins, une donnée ne doit pas être seulement interprétable via la couleur. Si j'ai par exemple des KPI d'évolution, enfin des chiffres clés, c'est important d'à côté d'y mettre une flèche qui monte, une flèche qui descend, un plus, un moins, peu importe, mais que la couleur ne soit pas l'unique élément visuel de compréhension de la donnée. Ce point-là est très important. Donc je vous laisserai après parcourir ce site-là, hein. Il y a plein d'autres outils qui sont intéressants, notamment après derrière, je peux exporter directement l'ensemble des couleurs, les références des couleurs de ma palette. Voilà, donc c'est un outil que moi j'ai trouvé super. Il y en a un autre qui est un petit peu plus connu, qui est celui de Couleur Adobe, qui est aussi pas mal, notamment parce qu'il me permet, il a normalement, bon, il suffit que je le dise pour que ça n'apparaisse pas. D'habitude, il a un petit pop-up ici qui m'alerte quand des couleurs sont trop proches et que ça va poser souci sur ah, il est là, voilà. Ce petit pop-up ici qui m'alerte quand et me désigne les couleurs qui sont potentiellement trop proches et vont poser des soucis pour les personnes présentant des cécités visuelles. Donc ça, c'était 2 pistes pour pouvoir travailler ces couleurs. Et il y a un dernier outil que je voudrais vous présenter, que je trouvais intéressant, qui s'appelle ColorMine. Alors lui, son avantage, c'est que je vais pouvoir mettre ma palette de couleurs que j'ai choisie et je vais pouvoir avoir un rendu, une simulation de ce que ça donnerait avec un dashboard. Là, l'idée, c'est de se dire, bah, la palette, effectivement, avec des carrés ou des ronds, je vois si c'est harmonieux, si ça fonctionne, si elles fonctionnent ensemble. Là, ça me permet carrément de faire une simulation sur un dashboard, quasiment en temps, voilà, l'usage que je vais en avoir pour vérifier que ça fonctionne bien et c'est quasiment de l'usage que je vais en avoir extrêmement précis. Donc c'est pour pouvoir, juger de la qualité de la palette et que ça fonctionne bien avec l'outil définitif que moi j'ai en tête. Et ça, c'était sur la partie des couleurs. J'ai d'autres éléments que je voulais vous présenter qui pourraient animer graphiquement vos rapports parce que les couleurs, c'est important sur l'ensemble des pages pour l'harmonie et la compréhension, mais il y a d'autres petites pistes qu'on peut utiliser pour agrémenter nos différentes pages. Je vous en ai mis 3. La première, c'est les photos. Je vous ai montré notamment un usage là dans mon rapport. J'en ai utilisé une sur ma page d'accueil. Alors là, juste attention de bien utiliser des photos correctement, c'est-à-dire de pas choper au hasard sur Google ou sur Pinterest et qu'on n'ait pas les sources. Déjà parce que voilà, il faut s'assurer qu'elles soient libres de droit. De deux, d'aller les chercher sur des sites dédiés vous permet de vous assurer de la qualité de la photo parce qu'elle va peut-être bien rendre sur votre desktop, sur votre écran, mais si à terme le rapport est utilisé sur un device beaucoup plus grand, voilà, ça vous assure de ne pas avoir de surprise au moment de l'utilisation finale. Donc là, je vous ai mis 2 sites que j'utilise. Moi, j'ai une préférence pour Unsplash parce que voilà, je trouve que les qualités des photos sont extrêmement bonnes, à la fois dans la prise de vue et dans la résolution des photos elles-mêmes. Il y en a un deuxième, Pixabay, qui fonctionne de la même manière, donc c'est du libre de droit gratuit. En autre ressource, on peut utiliser aussi des pictogrammes. Alors ça peut être totalement gratuit, c'est-à-dire agrémenter visuellement le rapport, mais on peut aussi s'en servir carrément à côté des KPI et qu'ils soient en mise en forme conditionnelle, ça peut être aussi une piste. Et là, Nerd Project, c'est une bibliothèque de pictogrammes entièrement gratuit aussi. Là, sur le bandeau à droite, hein, je vous ai mis, j'ai fait mon test avec la thématique des meetings, mais il y a beaucoup de propositions pour un même thème. Et enfin, dernière piste, parce qu'on pense spontanément aux photos pour mettre de l'ambiance dans ces rapports, mais aussi, on peut utiliser aussi des illustrations. Et là, même warning, autant utiliser des sites qui sont dédiés. Et là, je vous ai mis FreePic, qui propose, à l'instar d'Unsplash, hein, des illustrations avec une barre de recherche sur des thématiques différentes, et vous remonte des illustrations que vous pouvez utiliser dans vos rapports et qui sont libres de droit. Et j'en ai fini pour la partie de la forme. Très bien, je prends la main pour terminer justement cette illustration de la partie de la forme. Je rajouterai juste à ta présentation un principe qui est peu connu, mais qui est intéressant à avoir en tête. C'est un principe, enfin c'est un ratio, c'est
une mesure en quelque sorte qui a été théorisée, conceptualisée par quelqu'un qui s'appelle Stephen Few. Ouais. Oui. On a un petit souci. La présentation Flickr, elle clignote. Ah voilà, c'est bon, ça s'est arrêté. C'est bon? Ok, c'est stable. Oui, Ok. la présentation s'affichait Et clignotait? c'est facile. Ouais, Ok. c'est bon. Tu Là, c'est bon. me dis si jamais il y a encore un autre souci. Et donc, Stephen Few a théorisé cette notion de data inc ratio. Alors, je vais essayer de l'expliquer en mes propres termes. Le data inc ratio, c'est le ratio entre l'encre, entre guillemets, les pixels qui sont utilisés dans un rapport ou dans un graphique ou dans une data vise en général et qui représentent réellement de la donnée, donc qui ont un sens par rapport à la donnée qu'on veut représenter, sur la totalité de tout ce qui est représenté à l'écran. Donc la proportion du graphique qui peut être supprimée sans perte d'information. Généralement, c'est représenté, imaginez-vous un graphique sur lequel on aurait mis tous les effets possibles d'ombre, d'effets 3D, de gris, de bordure, etc., etc. Si vous retirez des éléments sans perdre de la donnée, ben, vous appliquez cette notion de data inc ratio, vous maximisez cette proportion et donc vous arrivez à un rapport qui n'a plus du tout de gras. Alors, il y a vraiment des bagarres de chapelle sur ces notions-là et sur beaucoup de choses qui ont été théorisées par Stephen Few, mais c'est quand même un bon principe. Alors, ça ne vous empêche pas d'avoir des éléments de design qui sont des éléments, tout à l'heure je vous ai montré les ombres par exemple que j'avais appliquées sur une partie, on peut toujours se dire, on peut utiliser un élément visuel type ombre par exemple, du moment qu'il participe à l'information. Donc en l'occurrence, dans mon rapport, c'était justement pour mettre en relief, je le remontre, pour mettre en relief la partie sélection et donc pour guider l'utilisateur vers la partie sélection. Donc si on applique les éléments de mise en forme dont on vous a parlé et les outils dont vous a parlé Christine, on peut donc séparer les visuels de la couleur de fond, soit en appliquant une couleur, soit en appliquant des bordures. Et un outil qui est extrêmement simple à utiliser, quel que soit notre niveau de connaissance en design, et qui est à la portée de tout le monde et auquel on ne pense pas, c'est PowerPoint. Donc là, par exemple, j'ai un outil j'ai un PowerPoint dans lequel j'ai simplement défini, j'ai choisi des codes couleurs, j'ai défini un bandeau qui est mon bandeau de sélection, mon bandeau de titre, et j'ai juste un rectangle qui a une couleur tranchée. Donc j'utilise les outils présentés par Christine pour sélectionner mes deux couleurs, et j'ai toute une série de couleurs à ma disposition, et donc je peux faire des essais. Et en atelier de design avec mon client, je peux représenter le fond d'écran de manière différente. Je peux même décider de zoner directement sur un PowerPoint, de définir les différentes zones de l'écran. J'enregistre mon PowerPoint sous la forme JPEG, donc c'est une slide par JPEG. Et je n'ai plus qu'à appliquer directement la slide que je veux à mon rapport pour arriver à un résultat qui est celui-ci, où là j'ai en plus rajouté un titre par exemple que je peux modifier, une zone de texte, et donc là, en appliquant une partie mise en forme fond d'écran, mais qui est dans un document séparé, je peux très facilement itérer et revenir et tester différentes combinaisons de couleurs. Pour illustrer l'histoire du data inc ratio, en fait, le data inc ratio, ça a un peu plus un impact sur l'aspect visuel. Typiquement ici, j'avais un visuel, donc là on est plus dans la data vise, j'avais un visuel sur lequel j'avais laissé les codes couleurs de la palette de couleurs classique pour montrer les différentes catégories de produits. Ce qui est plus intéressant, c'est peut-être de mettre en surbrillance, d'abord de rajouter une information qui n'est pas ici, qui est la valeur de chacune des barres, de supprimer peut-être les axes, les titres des axes
parce qu'ils n'ont pas de sens, parce on sait bien, vu le titre, que c'est des ventes 97 par catégorie de produits. Et en revanche, donc, appliquer plutôt une coloration, donc mettre dans mon modèle de données une formule de calcul de la coloration si les ventes sont supérieures à la moyenne. Donc dans ce cas-là, c'est ce que j'ai représenté, j'ai triché un petit peu, et j'ai représenté ici le résultat. Donc en fait, le code couleur utilisé ici est, on peut le mettre ici, en fait, c'est une formule de calcul, c'est une formule basée sur une de mes mesures. Et donc, je vais avoir un champ qui s'appelle code couleur. Et donc, je vais récupérer le premier code couleur qui est appliqué. Et donc, je vais avoir cette coloration ici. Pareil aussi pour le pie chart. Ici, j'avais un pie chart qui était tout petit, où j'avais la légende qui était un petit peu tronquée. J'ai retiré la légende, je la réintègre dans les éléments de mon pie chart, et donc j'ai quelque chose où la légende est beaucoup mieux présentée. Une fois que vous avez cette façon de travailler, bah, vous pouvez très bien avoir plusieurs présentations et faire plusieurs versions de votre rapport pour votre utilisateur final. Donc là, j'ai prévu, par exemple, si mon utilisateur final, si ces codes couleurs ne lui plaisent pas, je peux lui proposer un plan B. Et effectivement, si je ne veux pas travailler avec PowerPoint ou si je ne veux pas faire tout ce travail et que je veux rester avec l'utilisation standard des éléments que me met à dispo Power BI, bah, j'ai un outil qu'on a utilisé tout à l'heure qui est l'outil de thème. Alors, l'outil de thème, généralement, on se dit, bah, c'est bien, Power BI nous propose un certain nombre de thèmes, je peux les appliquer. Donc là, j'applique le thème, pouf, ça me donne un résultat. J'ai un fond d'écran que je vais ici, un arrière-plan de page que je retire. Ça me donne un certain résultat, mais ce n'est pas forcément ce que je veux obtenir. Je veux vraiment personnaliser mon thème. Si je veux personnaliser mon thème, on va revenir sur le thème précédent, parce que forcément, on n'est pas très content de ce thème-là. Si on revient sur le thème précédent, la personnalisation du thème, ça peut être soit personnaliser un certain élément, soit carrément reconstruire le thème, parce que je rappelle que le thème, en fait, lorsque vous personnalisez un thème, puis que vous l'enregistrez, c'est uniquement un fichier JSON, au format JSON qui est généré. Donc c'est un fichier de texte que vous pouvez construire avec n'importe quel éditeur de texte. La personnalisation du thème actif, il y a un certain nombre de paramètres, je ne vais pas tous les citer, pas tous les passer en revue. Il y a bien entendu les couleurs du thème, c'est la première chose qu'on pense en termes de personnalisation. Ce qui est un petit peu moins connu, c'est qu'il y a également les couleurs de sentiment, les couleurs de divergence, donc des codes couleurs qui vont être utilisés. Ah, manque de bol. Ah voilà, j'ai mon infobulle, qui seront utilisés par exemple lorsqu'on fait de la coloration de la mise en forme conditionnelle sur une donnée. Donc vous avez toujours une couleur de départ, une couleur d'arrivée et une couleur intermédiaire. Ces codes couleurs, vous pouvez les coder dans un fichier JSON, dans un fichier de thème. Ce qui peut être intéressant, ça va être les éléments de type texte, notamment paramétrer les titres, les mettre dans une couleur différente. Si je veux tout mettre en rouge, ou changer la taille de la police ou la famille de police, et en appliquant, j'ai automatiquement, de manière homogène, tous mes titres qui sont avec la bonne police de caractère, etc., etc. Sachant que sur la partie texte, vous avez pas mal d'éléments de personnalisation des différents éléments. Et enfin, sur la partie éléments visuels aussi, on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez choisir un arrière-plan commun, un niveau de transparence commun, une bordure, un en-tête, une infobulle. Si on représente ça, si je vous montre rapidement à quoi correspond ceci sur
lorsqu'on présente donc le fichier JSON qui est généré ou que vous pouvez générer pour gérer les thèmes. Donc là, je vous ai mis le lien vers l'URL avec toutes les informations et tout le détail de création de rapport parce que vous pouvez aller très très en détail. Et en gros, voilà à quoi ressemblent les blocs de fichiers JSON. Donc vous avez juste le nom de votre thème à définir. Vous avez en data colors les palettes des 8 couleurs qui vont faire partie de la fameuse matrice de palettes qui est mise à disposition, certains dégradés. Et vous avez les notions de couleurs de sentiment, good, neutral, bad, de max, center et min pour les couleurs divergentes. Vous avez des propriétés pour les textes, donc qui correspondent exactement à ce que vous avez dans l'interface graphique de Power BI Desktop. Et vous avez, et là, je dirais, c'est à vous de jouer sur ce côté-là, vous avez toute la palette de paramétrage des propriétés des visuels. Et vous voyez que quand vous avez des petites étoiles représentées ici, ça veut dire que cette propriété qui est commune à tous les visuels, elle va impacter l'intégralité des visuels et donc l'intégralité de votre rapport. Et vous pouvez aussi définir des propriétés, des valeurs de propriété pour un type de visuel donné. Donc une fois que vous avez bâti ces 4 phases, vous devriez être pas loin voire même être très proche d'un rapport qui peut être retravaillé, sur lequel vous pouvez revenir au niveau des différents thèmes, des différents looks. Bien entendu, votre utilisateur forcément voudra revenir aussi sur la mise en forme, sur la mise en page du rapport. Donc, quand je vous disais que les différentes phases, ça allait du plus complexe à modifier au moins complexe à modifier, ça ne veut pas dire que votre utilisateur final ou votre client ne vous fera pas modifier les parties que vous avez fait au début. Ça veut dire par contre que pour le process de l'alignement, par exemple, il est assez simple à mettre en œuvre et donc vous pouvez prévoir 2-3 alignements et 2-3 mises en forme de votre rapport et vous pouvez très facilement revenir quand même sur ces différents éléments. Christine, je te laisse terminer sur les derniers principes complémentaires et puis après on passera un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Oui, effectivement. Juste avant d'enchaîner sur les principes complémentaires, juste un petit tips que j'utilise régulièrement et qui peut être utile quand je suis sur une construction de rapport. Je me cale toujours en fin de rapport une page masquée ici je l'ai appelée couleurs et images, dans laquelle je mets toutes les couleurs. Alors là, il y en a plus que celles utilisées dans le rapport, hein, mais c'est davantage pour illustrer mon propos, où je mets l'intégralité des couleurs que je vais utiliser avec leurs références et les photos, les logos, voilà, éventuellement les illustrations. Ce qui me permet derrière d'un simple copier-coller, d'aller chercher l'information dont j'ai besoin. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise si jamais ça peut vous servir. Effectivement, sur les principes complémentaires, en tout cas sur les notions un peu transverses à tout ce qu'on vient de se dire, à mon sens, il y en a 2. Le premier, c'est de rester bien focus sur les utilisateurs. Passer du temps avec les personnes qui, au final, vont utiliser, consommer vos rapports, ça ne sera jamais du temps de perdu. Au contraire, l'objectif, c'est de s'imprégner de l'environnement, des besoins, des usages. Et ça va permettre notamment d'identifier s'il y a plusieurs groupes d'utilisateurs, ce qui est assez régulièrement le cas. Je vois assez régulièrement, moi, dans ma situation, une partie de la direction qui consulte de temps en temps, une partie du middle management qui l'utilise aussi, et des personnes qui sont plus dans l'opérationnel. Ce sont des groupes de personnes qui fonctionnent différemment, qui ne vont pas se connecter avec la même fréquence, qui ne vont pas chercher les mêmes informations, ni même avec le même pas temporel, par exemple. Voilà, il faut bien s'assurer d'avoir tout en tête et que le rapport final répond bien à l'ensemble des besoins et des attentes de l'ensemble des sous-groupes. Passer du temps avec ces utilisateurs, ça va vous permettre aussi d'avoir le choix des mots et du vocabulaire qui sera plus précis et qui sera plus pertinent vis-à-vis de vos utilisateurs. Le choix des mots, je trouve que c'est globalement une tâche qui est assez souvent sous-estimée, en se disant que les titres, c'est facile. Alors oui, mais pas tant que ça, parce qu'il va y avoir le titre de la page, peut-être qu'elle aura un sous-titre, le titre des visuels, pour qu'ils soient compréhensibles et que ça soit simple. Peut-être est-ce qu'il va y avoir des infobules aussi, il va falloir les rédiger, éventuellement des textes complémentaires sur la page.
ne pas négliger cette tâche et de bien la soigner, tant dans le fond, dans la forme, sur le terme d'orthographe ou de grammaire. Et le fait d'avoir passé du temps avec vos utilisateurs, peut-être que vous allez identifier qu'ils ont un vocabulaire spécifique. Est-ce qu'ils fonctionnent plutôt par anagramme? Est-ce qu'il y a des éléments de langage qui reviennent? Est-ce que le style est concis et rapide ou au contraire, est-ce que c'est un style qui est plus verbeux? Voilà, le but étant qu'ils se reconnaissent dans cet outil et qu'ils retrouvent l'environnement de leur entreprise. Et enfin, le dernier principe, ce serait dans la mesure du possible de fonctionner en méthode agile en fait. Donc c'est de réaliser des tests et des échanges avec ces utilisateurs, non pas uniquement en phase finale, mais bien au fur et à mesure des différentes étapes qu'on a pu voir. L'objectif étant de valider l'ergonomie ou de pouvoir effectuer les réajustements au moment où on réalise les étapes, ce qui est bien plus pertinent que de le faire en fin de construction. Voilà, je crois que j'ai terminé. Il me semble qu'il y avait une question peut-être que j'ai vue passer, mais qui n'était pas très claire. Alors, on Je va crois que passer justement aux questions. Alors, Alors, j'en ai vu n'hésitez pas. une un petit peu plus haut qui concerne l'utilisation de la touche contrôle pour créer les signets. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser la touche contrôle dans le rapport, dans le Power BI Desktop, quand on veut créer des signets et faire des multisélections? Alors, la touche contrôle va être utile pour la multisélection, tout à fait. Est-ce qu'elle est utile pour les signets? Pas, elle peut être utile. La difficulté pour les signets, puisque je pense que derrière cette question, il y a la problématique de l'utilisation intensive des signets. La méthode que vous a montrée Christine est une méthode assez simple à mettre en œuvre, surtout si on la met en œuvre au début. La difficulté, ça va être plus sur la partie des signets sur lesquels vous allez masquer et afficher des éléments. Donc il faut être très rigoureux. Christine l'a bien montré sur le panneau de sélection. Nommer les visuels et organisez-les de manière, regroupez-les de manière à pouvoir masquer toute une partie et afficher toute une partie de manière à ce que la gestion des signets soit la plus simple possible. Donc pour répondre de manière courte, la multisélection est possible, oui. Si vous avez besoin de faire une multisélection pour masquer ou afficher des visuels, sachez que vous avez la possibilité dans le panneau de sélection de faire de la multisélection et de grouper les visuels entre eux, de manière à avoir une hiérarchie de niveau. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour demander la parole et puis vous démutez votre micro et vous pouvez poser la question directement. Alors, Yas pose 2 questions par écrit. Le volet de filtre versus les segments, donc, et l'utilisation de signets versus la maintenance. Alors, volet de filtre versus segment. On va pas partir sur. Yas, je te propose carrément de faire ce sujet pendant le meet-up de Bordeaux. C'est parce que c'est un sujet à part entière. C'est vraiment l'utilisateur et le ressenti utilisateur qui va être le choix entre le volet de filtre et les segments qui sont en fait des éléments de filtre dans leur rapport. Le volet de filtre sera beaucoup plus simple à utiliser pour une population qui a l'habitude d'utiliser ou qui va avoir l'habitude, qui va de manière récurrente, va utiliser des rapports à l'intérieur de l'entreprise, des rapports Power BI. Donc on va habituer cette population, on va faire de l'accompagnement au changement et on va l'habituer à utiliser le volet de filtre. Pour une population un petit peu plus différente, et qui aura moins tendance à aller vers cette utilisation systématique. L'utilisation des segments a encore de beaux jours devant elle. Utilisation de signets versus la maintenance. Alors, Yas, si tu veux te démuter parce que là, je ne comprends pas ta question. La maintenance, tu veux dire la maintenance de la gestion des signets, c'est ça? Oui, c'est un petit peu ça. C'était se dire, les signets, ça peut être pas mal, en tout cas pour redéfinir la navigation et l'ergonomie qui n'est pas native à Power BI. Mais derrière, dès qu'on va vouloir changer, faire des modifications, il va falloir penser à faire peut-être dans l'état 1 et l'état 2
parce qu'on aura enregistré des signets différents et on risque un petit peu de se perdre. Ou alors il faut un bon process de maintenance écrit de manière à ce que tout le monde puisse éventuellement le faire. Ouais, la gestion des signets, c'est un piège, c'est parfois un piège, c'est très intéressant. Il faut que ça reste le plus simple possible. C'est-à-dire que si ton interface, enfin ton rapport possède énormément de signets, enfin, on peut gérer je ne vais pas donner un chiffre strict, mais je pense qu'au-delà d'une dizaine, d'une vingtaine de signets, il faut vraiment être bien organisé dans la création des signets. Et j'insiste sur un point, les signets et la navigation, vaut mieux que ça soit pensé le plus en amont possible. Parce que les principes de navigation rajoutés après coup, ça a deux inconvénients. La mise en place de signets alors qu'on a plein de visuels dans les différentes pages. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et d'autre part, qui dit signet dit bouton visible pour actionner ces signets, dit bouton de retour à la page d'appel, et donc nécessite donc il y a forcément de l'espace à prévoir dans le rapport, et quand on le prévoit après coup, ben, en gros, il faut désorganiser complètement ce qu'on a déjà prévu. Jean-Pierre indique un bref retour d'expérience sur un gros projet où il y a eu un rollback des segments vers le volet de filtre. Oui, tout à fait. Présenté au dernier Power Saturday. Merci Jean-Pierre. Ok, donc vous pouvez trouver cet élément, vous pouvez trouver ça sur le site, la chaîne YouTube du Club Power BI. Vous avez les vidéos du Power Saturday. Il y avait une question, j'ai vu juste avant, d'Olivier. Avez-vous une astuce pour avoir le même code couleur pour un même produit dans tous les visuels? Non, alors, non, il n'y a pas d'astuce automatique. De toute façon, il y a deux modes de fonctionnement. Soit on applique en effet un code couleur par rapport à une valeur, ce qui est possible, ce qui est ce que j'avais fait dans le rapport que je vais présenter, où j'avais activé le code couleur par valeur, par catégorie. Et donc, du coup, chaque valeur a été associée, sauf que les valeurs et les codes couleurs vont être utilisés en fonction de l'ordre de la palette de couleurs. Donc, si on a une nouvelle donnée qui arrive, elle va prendre la prochaine couleur disponible. Donc, on ne va pas pouvoir, sauf si vous avez un nombre limité de valeurs dans votre table. Donc, on peut se dire, par exemple, c'est des codes couleurs par des catégories, mais on sait qu'on a 5 ou 6 catégories qui sont toujours les mêmes. Là, dans ce cas-là, vous pouvez personnaliser le visuel, personnaliser et affecter à chaque catégorie le code couleur correspondant. Et là, vous aurez un code couleur homogène. Mais vous ne pouvez pas le définir en dehors du visuel aujourd'hui. Pas de manière automatique. Bertrand suggère d'intégrer le code couleur au data model. Oui, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution puisque le code couleur peut être utilisé à partir du data model. Donc oui, tout à fait. Je ne vois pas d'autres questions. Il est 13h48. Pas d'autres questions? Merci à tous. Donc on se donne rendez-vous le prochain meet-up. Je vous le rappelle. Est-ce que j'ai la slide juste derrière? Voilà, juste. Prochain meet-up, c'est Jean-Pierre et Tristan. Non, pardon, c'est pas Jean-Pierre et Tristan, c'est Guillaume Godefroy à Lille le 25 janvier pour le binôme SQL et Power BI. Merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end en avance. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.